Je vais présenter un survol d'une démarche pour accélérer et surtout réussir la livraison de solutions analytiques. On va parler d'une démarche mature, puisqu'elle est tirée de notre cadre de livraison, éprouvée par l'expérience et la réalisation de plusieurs projets et d'implantation réussis. Comment s'y prendre? La PME, comme la grande entreprise, a le choix entre aller de l'avant ou rester derrière. Pour aller de l'avant, il faut savoir comment s'y prendre. Par quoi commencer? Par quel département débuter? Devrait-on lancer l'initiative par sujet d'affaires? Quel outil choisir? Quelle technologie choisir? Quelle expertise a-t-on besoin pour livrer une solution analytique? A-t-on besoin de scientifiques de données? Quelle expertise a-t-on besoin pour son évolution, sa maintenance? Quelles sont les principales activités pour une mise en place réussie d'une solution analytique? Combien d'efforts est nécessaire pour mettre en place une solution? Quel budget doit-on prévoir pour la mise en place de la solution et de son évolution? Quels sont les bons ingrédients et conditions de succès? Plusieurs questions, plusieurs réponses dans les prochaines minutes. On ne parlera pas de bonnes pratiques, mais plutôt, comme le dit IDC, de prochaines pratiques qui reposent sur l'évolution rapide, les changements rapides, alignés vers l'atteinte du succès de l'organisation qui est en mutation perpétuelle. Pour démarrer une initiative, deux choix s'offrent à l'organisation. La feuille de route analytique, ou bien ce qu'on va voir aujourd'hui est ce qu'on appelle la livraison de solutions analytiques. Un mot sur la feuille de route. Pour les organisations qui ne savent pas très bien par où commencer au niveau de leurs besoins informationnels, la feuille de route analytique permet de faire la tournée des unités administratives pour recenser leurs besoins. La feuille de route permet d'identifier et prendre connaissance de l'ensemble des sources de données requises pour supporter les besoins, de comprendre le niveau de disponibilité des données. Elle permet de définir l'architecture globale de la solution pour l'organisation. Et finalement, elle permet de définir la valeur relative de besoins afin de les prioriser et établir un programme de livraison pour le court, moyen et long terme. Est-il plus important de commencer par les ventes ou les ressources humaines? La feuille de route analytique confirme ces réponses. S'il y a déjà une feuille de route où, lorsque le besoin et la thématique d'analyse ont été discutés et sont connus et priorisés, on passe à la livraison de solutions analytiques. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au fil du temps et du bouleversement, le monde des analytiques s'ajuste et s'adapte lui aussi. Les changements sont venus affecter la façon de livrer rapidement les solutions. On se rappelle de pas si longtemps où la façon de livrer les analytiques était tous les besoins doivent être définis avant d'avancer à la prochaine phase dans le cycle de développement. On se rappelle, la solution doit être complète avant d'être livrée et montrée à l'utilisateur, et ça, souvent trop tard dans le cycle de livraison. On entendait même, pour les entrepôts de données, on faisait le chargement complet de l'ensemble de l'historique de toutes les données avant de pouvoir consommer un seul indicateur. Le cycle de livraison de solutions analytiques prenait plusieurs mois à cette époque. Voici les deux itérations clés de livraison de solutions analytiques. L'itération d'avant-projet suivie de l'itération 1. Évidemment, on peut avoir des itérations subséquentes à l'itération 1. Mais aujourd'hui, je vais présenter un survol de ces deux itérations clés avec des exemples de techniques utilisées, d'organisation du travail et des exemples de bien livrables. L'itération d'avant-projet, elle, comporte trois volets essentiels: les besoins informationnels, l'architecture et la planification de l'itération. Regardons de plus près chacun de ces volets. Comme premier volet, dans l'itération d'avant-projet, notre préférence est de mieux connaître les besoins informationnels. Paraît simple à dire. Pourtant, plusieurs débutent par le choix de l'outil de visualisation des données ou par l'engin de base de données. Notre préférence dans la démarche est de mieux connaître les besoins informationnels. Et pour aller au plus pressant pour livrer la valeur d'affaires, on ne recense pas l'ensemble des besoins informationnels, comme on le voit parfois. On se concentre sur la thématique identifiée comme prioritaire
et ayant une valeur d'affaires importante, comme par exemple améliorer la gestion des stocks. La façon rapide de mieux connaître les besoins informationnels est de tenir des ateliers avec les représentants des affaires. Les rencontres face à face permettent rapidement de confirmer et préciser les deux éléments suivants: le besoin et sa priorité. Pour le besoin, on veut aller chercher différents éléments. Le premier, c'est l'objectif. L'objectif recherché par les affaires. On parle d'améliorer la gestion des stocks. Alors, si on regarde davantage cette thématique, on va aller chercher, est-ce qu'on veut diminuer l'inventaire des matières premières ou est-ce qu'on veut parler du produit fini? Est-ce qu'on veut catégoriser les produits finis pour définir et améliorer la gestion des produits finis dormants? Rapidement, on doit confirmer cet objectif avec les représentants d'affaires. Pour le besoin, pour détailler le besoin, on a besoin de connaître le type et les axes d'analyse qui sont désirés. Pour les types d'analyse, il y a toujours des besoins des types d'analyse descriptifs et diagnostiques qui permettent le forage. Cependant, les représentants des affaires veulent de plus en plus aller au-delà de ce qui s'est passé. Et en fait, on voit de plus en plus de demandes d'analyse prescriptive et prédictive et prescriptive. Pour préciser ce besoin, on recense les axes d'analyse, on veut comprendre les faits et dimensions, donc les quantités de produits par entrepôt, la valeur des produits par entrepôt, on veut connaître d'autres dimensions par dimension de temps, on recense les caractéristiques des axes d'analyse, le niveau de granularité désiré pour le forage, l'historique des données nécessaires, la fréquence souhaitée pour le rafraîchissement des données, et tous les attributs relatifs à la consommation. Est-ce qu'on veut consommer l'information par tableau de bord, par rapport, le forage, la mobilité, par libre service? On veut connaître davantage les filtres, etc. Par contre, à ce moment-ci, c'est important de rester au focus sur la thématique à discuter et de se rendre au niveau de détail suffisant pour passer à la prochaine étape, et ce, rapidement. L'autre élément, dans les besoins informationnels, on a parlé de priorisation. Priorisation de chacun des besoins qui auront été exprimés lors des ateliers. Et plusieurs techniques existent. Et une facile à utiliser lors des ateliers avec les représentants des affaires est celle de la grandeur du T-shirt. Est-ce que le besoin est à un niveau de priorité petit, moyen, grand ou très grand? Pour la documentation des besoins lors de l'avant-projet, on a essayé différentes façons de les documenter. Et on trouve que le carnet de produits est la façon appropriée de documenter ces besoins. Je vais vous montrer ici un exemple. Le carnet de produits, où on retrouve les différents rôles de l'organisation et les différentes analyses qui ont été recensées lors des ateliers, avec une catégorisation, une classification du niveau de priorité de chacun de ces récits qui ont été documentés. Plusieurs autres outils existent, mais on trouve que le carnet de produits, autant pour la gestion et le suivi du développement par la suite, et surtout pour confirmer la compréhension de tous les participants, demeure l'outil privilégié. Une autre option pour optimiser et accélérer la compréhension du produit fini est de faire un rapide prototype avec un sous-ensemble de données disponibles. Ça vient susciter les commentaires des membres de l'équipe et surtout, ça vient mettre une image comme vision et point de repère. Ça vient confirmer mutuellement le focus du produit fini à tous les membres de l'équipe. Et le plus tôt qu'on peut le bâtir, ce prototype, le mieux ce sera. Il faut le bâtir, le partager, le revoir de sa version préliminaire à sa version finale avec l'ensemble des membres de l'équipe. Le deuxième volet d'importance de l'itération d'avant-projet est la définition de l'architecture. Avec l'évolution numérique, le domaine de l'architecture des solutions analytiques est encore plus étendu et encore plus complexe. On va bien au-delà de l'intégration des données structurées d'un seul système interne. On croise des données de plusieurs systèmes internes avec des systèmes externes de plusieurs natures,
avec des formats de données variés. Des fois, ce sont des API publics. Les technologies sont différentes. Les engins de base de données sont variés et existent sous plusieurs versions. On veut des données rafraîchies de plus en plus fréquemment. On a plus de volume, plus de variété, plus de vélocité. On a plusieurs nouvelles technologies qui sont apparues, plusieurs nouveaux outils sont apparus. Le logiciel libre prend sa place et l'évolution des nouvelles versions des outils est de plus en plus rapide. Par exemple, Microsoft rend disponible des nouvelles fonctionnalités pratiquement en continu sur ces technologies. Pour définir l'architecture cible, on prend d'abord connaissance de la situation ou solution actuelle et de l'écosystème de l'organisation. On organise par la suite la tenue d'ateliers avec les intervenants du groupe des technologies afin de préciser les systèmes sources, les technologies, la disponibilité des données selon les besoins qui auront été priorisés. On veut comprendre est-ce que les données sont structurées, sont disponibles, les données est-ce qu'elles sont non structurées, quelle est la qualité des données, quel est le volume de données, comment on prévoit faire le chargement ou où demeure l'historique des données. Donc, dans cette phase importante, on établit les différents scénarios d'architecture. Est-ce qu'on y va à la Kimball, KIF? Est-ce qu'on met un data lake en place? On évalue les pour et les contre. On définit le découpage des couches de la source de données à la consommation pour venir supporter les besoins informationnels. Le choix des outils, des technologies, méthodes d'accès, l'intégration avec la sécurité, tous ces éléments sont discutés et établis. On revoit les préférences au niveau de l'hébergement. Aujourd'hui, les souscriptions aux services infonuagiques sont de plus en plus la norme et permettent d'accélérer la mise en place rapide des environnements nécessaires et de leur évolution. Le choix des techniques de modélisation sont discutés et établis. Est-ce qu'on y va en troisième forme normale, en multidimensionnel, en Data Vault 2.0? Et on termine souvent ce dossier d'architecture avec une modélisation préliminaire de la couche analytique. Certains éléments au niveau de la stratégie de transition sont discutés. Plusieurs étapes de transition peuvent être envisagées. Donc, pour parfois des raisons impératives de temps et de ressources, on pourrait, façon de transitoire, aller directement à la source de données. Mais l'objectif premier demeure de répondre rapidement aux besoins d'affaires et éventuellement d'arriver à l'architecture cible. L'important durant l'itération d'avant-projet au niveau de l'architecture est encore d'avoir le niveau suffisant pour passer à la prochaine étape. Je vais vous montrer une table des matières typique d'un dossier d'architecture. On retrouve essentiellement les besoins informationnels, les besoins non fonctionnels, avec certaines précisions quant aux éléments qu'on a discutés tout à l'heure. On voit la description de l'architecture cible, la description des sources de données. On a une représentation de l'architecture en tant que telle avec une description narrative du pourquoi de chacune des couches et les choix, autant au niveau technologique que des techniques de modélisation, sont établis et les stratégies de chargement historique est décrit aussi. Le troisième volet de l'itération d'avant-projet est la planification de l'itération 1. Selon les priorités, la disponibilité des données, les dépendances logiques, on établit le découpage des activités de l'itération 1. Ce n'est pas le but ici de détailler l'ensemble des tâches à réaliser avec un plan de projet à 200 lignes. Par contre, on doit définir les principaux blocs d'activités de développement, surtout pour les disciplines d'intégration de données et de préparation de l'information pour consommation, pour livrer les récits qui auront été priorisés. Des fois, des blocs d'activités pour les disciplines de gestion de changement et de gouvernance de données sont identifiés, mais aujourd'hui, on va parler surtout de l'intégration de données et de la préparation de l'information pour consommation. À ce moment-ci, la stratégie de livraison est discutée. On répond aux questions, qui fait quoi, quel profil de ressources est requis, autant du côté de la business, du développement et des opérations. Quel est le partage des responsabilités? On s'assure de l'engagement de toutes les parties prenantes. On établit comment on va faire le travail en mode collaboratif, comment on va faire le travail sur plusieurs sites. Après coup, on fait l'estimation des efforts avec l'équipe et si on a la chance, on fait faire la révision des estimés par des pairs.
On établit le calendrier de livraison, et souvent la première itération est un peu plus longue. On parle de mettre en place donc la fondation à ce moment-ci. Mais si elle est trop longue, si le calendrier est trop long, on refait un cycle, souvent en divisant la portée des récits ou la portée de l'engagement qui est à livrer. Si le récit semble trop grand, par exemple, on le divise. Ou s'il est trop flou, on doit le préciser. Et finalement, on détermine l'envergure budgétaire. Quelques points à garder en tête quand on fait la planification de l'itération 1 lors de l'itération d'avant-projet est de toujours orienter le bien livrable vers un produit utilisable par l'utilisateur, comme par exemple un tableau de bord des ventes. Il faut toujours garder en tête le principe de petite itération rapide et fréquente, afin de maximiser rapidement la valeur d'affaires. Et typiquement, ça doit rentrer dans un calendrier de 4 à 6 semaines tout au plus. C'est moins risqué, et on en a parlé, l'environnement est en constant changement. Alors, il peut survenir des bouleversements pendant de ces 4 à 6 semaines-là, ou du moins, si on a un 4 à 6 semaines, on a moins de chances d'être atteint ou bouleversé par ces changements. L'important est de diviser pour régner. Il faut comprendre qu'on ne fait pas la solution complète dans une seule itération et on livre de façon itérative et incrémentielle la solution. La première itération sert de jalon et de repère. Et surtout, on veut créer une expérience positive pour tous et on doit se donner les moyens de réussir. Vers la fin de la première itération, il faut prévoir, lors de la planification, des activités de rétroaction afin de faire des ajustements et des bonifications à l'exécution des prochaines itérations. Avec la planification de l'itération, l'essentiel pour partir, et d'avoir l'essentiel pour partir, c'est ce qui compte. Il ne faut pas oublier que le chemin se fait toujours en marchant. Je vais vous montrer ici un exemple d'un plan d'itération où est-ce qu'on décrit essentiellement les principales activités qu'on voit ici. Donc, un contexte, survol des activités et du processus et de la démarche de livraison. On précise les récits qui ont été retenus et sélectionnés pour l'itération. On détermine quelle équipe et quel rôle ou quelles ressources qu'on a besoin pour compléter l'ensemble des activités de l'itération en tant que telle. Et on établit le calendrier requis pour livrer et le budget requis. Donc, c'est les principes. Donc, ça tient essentiellement sur 2 à 3 pages maximum pour déterminer le plan d'itération et la planification de l'itération. André, on a une question qui nous arrive d'un auditeur qui nous demande, est-ce qu'on va avoir accès aux gabarits complets là, qui sont présentés? Pour ça, si possible, j'aimerais que les personnes me contactent. Et c'est sûr qu'au début des travaux, on revoit toujours les gabarits. Et on revoit pour s'assurer que les sections de ces gabarits-là soient bien compris et bien communiqués pour gérer correctement les attentes. Mais si possible, me contacter pour en discuter. Itération 1. C'est maintenant le démarrage du développement. Une fois qu'on a le plan d'itération déterminé, des fois, ça part immédiatement suivant l'avant-projet, ou des fois, on débute certaines activités ou les premières activités en parallèle à la fin de l'avant-projet. Il s'agit donc de la mise en place de l'infrastructure. Si on est en info nuagique, c'est la souscription et la définition des différents paramètres. Et c'est toujours plus vite en souscription que si on doit faire une commande de serveurs, recevoir les serveurs, installer, configurer les serveurs. Au niveau des besoins, et si ça n'a pas déjà été fait à l'avant-projet, on doit avoir un ensemble de données disponibles pour démontrer rapidement de quoi va avoir l'air le produit fini, donc le bien livrable utilisable par l'utilisateur. On modélise les données, donc selon les techniques qui ont été établies à l'architecture. On définit les correspondances des éléments de données sources à la solution. Au besoin, on décrit ou schématise les règles complexes qui seront nécessaires d'être implantées.
Et par la suite, c'est véritablement l'intégration des données, donc le développement des différentes composantes d'intégration de données. Donc, développement de la couche d'intégration, c'est tout ce qui est l'ETL. Si on est dans un monde Microsoft, on va développer le code SSIS, on va exécuter les tests unitaires également. Si on peut bénéficier de générateurs ou d'accélérateurs ou de générateurs de code, encore ici, ça permet d'augmenter la vélocité. Ou si on a déjà un coffre à outils où on peut réutiliser les composantes usuelles qu'on retrouve au niveau de l'intégration de données, comme des contrôles de chargement, eh bien c'est ce qu'on fait ici et qu'on adapte à la livraison de la solution. Aussitôt que possible, on démarre les activités de préparation d'informations pour consommation. Donc, on développe et on fait les tests unitaires des composantes, ainsi que la création du tableau de bord ou le bien livrable qui a été décidé. Et ça, avec un premier ensemble d'indicateurs. Si on peut immédiatement livrer un ensemble d'indicateurs, on les livre et on ajoute les indicateurs au fur et à mesure que les données sont disponibles. Évidemment, les tests d'intégration, régression aux tests de l'utilisateur, ici, dans cette démarche-là, sont faits au fur et à mesure et en continu pour la période de l'itération. Donc, et une bonne pratique aussi également qui est privilégiée pour accélérer les tests et améliorer la qualité est de se bâtir et de mettre en place une batterie de tests automatisée. Si on va en production, on établit le plan de déploiement et on fait la mise en production. Et à ce moment-ci, au bout de la période de l'itération, on a un bien livrable utilisable qui a été livré. Je vous invite à consulter sur le site web de Faction A certains tableaux de bord qui sont mis à la disposition, à votre disposition pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui est un tableau de bord, puis quels sont les principaux indicateurs qu'on pourrait retrouver. Donc, c'est des exemples de tableaux de bord qui sont disponibles aux hyperliens mentionnés. Combien de temps est nécessaire pour la réalisation des blocs d'activité de l'itération d'avant-projet de l'itération 1? C'est une question typique que nous avons, évidemment. Nous, ce qui est privilégié, c'est toujours de tenir les activités d'avant-projet à l'intérieur d'un calendrier de 2 au maximum 3 semaines. Donc, selon les besoins, évidemment, mais selon la complexité et les cycles de questions et réponses à ce moment-ci. Mais idéalement, c'est toujours à l'intérieur d'un calendrier 2 à 3 semaines maximum. On veut s'assurer qu'on a complété l'itération d'avant-projet. Et à ce moment-là, l'itération 1 peut commencer carrément, les premières activités peuvent commencer à la semaine 3 pour se compléter. On disait tout à l'heure, idéalement, un calendrier pour l'ensemble complet de 6 à 8 semaines. Mais si c'est un calendrier de 7 semaines, on veut au moins qu'on ait un 5 semaines pour la livraison des différentes composantes et la mise en place de l'entrepôt, donc l'intégration des données de la source, la mise en place de l'entrepôt, la mise en place de la couche analytique, développement des tableaux de bord. Donc, en termes d'efforts aussi, parce que souvent on se fait demander combien d'efforts ici, on peut prévoir, ben, ça tourne toujours autour de 10 à 20 jours personne d'effort pour les 2 à 3 semaines de calendrier qu'on retrouve à l'avant-projet. On a vu l'itération d'avant-projet, l'itération 1 avec quelques activités et des exemples de gabarit. Maintenant, on va parler un peu plus de l'organisation du travail, des communications et les conditions de succès. On a souvent la question, quelle équipe que ça prend pour livrer une solution analytique? Quels sont les profils de ressources requis? Quelles sont leurs responsabilités? Eh bien, ça prend différents profils et ça prend différentes qualifications et différentes compétences pour réaliser une solution analytique. Ça prend tout d'abord une équipe intégrée, ça prend des représentants des affaires, ça prend des spécialistes de livraison et ça prend des experts qui connaissent les systèmes sources et ça prend des administrateurs autant de la souscription que de systèmes ou de réseaux ou de bases de données, dépendamment du type d'hébergement. Pour le représentant des affaires, évidemment, on en a besoin pour clarifier le besoin, pour préciser les besoins, pour valider évidemment la solution aussi,
Pour les spécialistes de livraison de solutions analytiques, ça prend des architectes, ça prend des modélisateurs, ça prend surtout des compétences et des qualifications spécialisées en solutions analytiques. Ça prend un savoir-faire à ce niveau aussi. Et les compétences et qualifications sont quand même très différentes de celles requises pour le développement de systèmes opérationnels. Ça prend des spécialistes en intégration de données, ça prend des spécialistes qui connaissent les spécificités de l'info nuagique si on est en info nuagique. On doit maîtriser les technologies. Si on est dans le monde Microsoft, ça prend des développeurs qui connaissent SSIS. Si on est au niveau de la conception de l'application analytique, on a besoin des gens qui maîtrisent les technologies choisies, les règles de l'art dans la présentation de l'information. Que ce soit comme par exemple Microsoft Power BI ou Tableau, peu importe. Ça prend aussi un gestionnaire de l'itération qui suit l'avancement, facilite l'élimination des obstacles afin de maximiser la productivité. La question qui vient souvent après, c'est combien de mes ressources ou combien de temps les ressources doivent-elles accorder à l'initiative? Chaque initiative est particulière. Cependant, on peut s'attendre à ce genre d'implication de la part des différents profils. Typiquement, le gestionnaire de projet va être à 30% de son temps, dans le sens qu'il va accorder une journée et demie par semaine à l'initiative pour la durée du calendrier, alors que le spécialiste en intégration de données, il devra avoir un équivalent de 5 jours sur 5 pour la durée du calendrier. Promoteur ou représentant des affaires, ça peut être une journée sur 5 qui va être consacrée à l'initiative. Au niveau de l'organisation et communication, au quotidien, c'est important d'avoir une mêlée de 15 minutes qui se tient avec l'ensemble des membres de l'équipe. Ça peut se tenir face à face, ça peut se tenir par un pont téléphonique, ça peut se tenir par Skype ou tout autre outil de collaboration. L'important, c'est de comprendre ce qui s'est fait, ce qui va se faire aujourd'hui, ce qui s'est fait la journée d'avant, ce qui va se faire aujourd'hui, mais surtout de comprendre s'il y a des obstacles qui doivent être éliminés. Un statut d'avancement aussi est produit de façon hebdomadaire pour les parties prenantes. Et je vais vous montrer ici un exemple d'un statut qui est souvent produit, revisé avec le gestionnaire d'itération et les parties prenantes. Donc, on revoit essentiellement les principales activités qui ont été réalisées pendant la semaine précédente, les activités qui sont prévues pour la semaine courante. On voit aussi les activités qui ont été non réalisées, dans le cas où il y a des activités qui ont été non réalisées, et surtout d'identifier pour quelles raisons qui n'ont pas été réalisées. On identifie les principaux risques et la stratégie de mitigation pour le risque, avant que ça devienne des problématiques. Et on fournit un statut du budget en termes de consommation de budget. On l'a aussi parfois, dépendamment des cas, on détermine aussi pas juste la valeur monétaire, mais aussi l'effort consommé en tant que tel. Et on fournit un statut sur le calendrier, à savoir est-ce que les dates sont rencontrées ou sont toujours visées. L'autre élément, on a parlé du statut d'avancement. La session de rétroaction, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement, mais c'est important de la planifier et de la tenir vers la fin de l'itération pour s'assurer de venir bonifier les itérations subséquentes. Et évidemment, il y a la révision du carnet de produits, en fait, qui vient déclencher la planification de la prochaine itération. Donc, on s'assure que le carnet de produits, le statut des différents récits qui ont été documentés ou qui ont été rajoutés dans le cours soient documentés et que leurs priorités soient déterminées avec les différents représentants des affaires notamment. Et ça permet de déterminer le périmètre visé pour la prochaine itération. Donc, on espère toujours pas on espère, mais on voit toujours qu'il y a une poursuite des prochaines itérations pour répondre aux prochains besoins qui ont été priorisés au niveau du carnet de produits. Quelques
conditions de succès ou quelques facteurs clés de réussite qu'on pourrait dire. Évidemment, la priorité numéro 1 demeure et restera toujours la pleine satisfaction de la clientèle et des utilisateurs. L'implication, la participation active et l'étroite collaboration entre les gens de métier et des technologies, que ce soit développement ou maintenance, sont clés pour rencontrer les attentes et maximiser la valeur d'affaires. Ça prend comme ingrédient une communication fluide entre tous les membres de l'équipe. Ça prend de petites équipes. En fait, la préférence sera toujours pour des petites équipes. Les grandes équipes ajoutent des risques et diminuent la productivité. Il est même mieux d'avoir 2 petites équipes en parallèle qu'une grande équipe pour livrer une solution analytique. Gardez un calendrier fixe de livraison, quitte à enlever des éléments de la portée. Ce qui entraîne évidemment une gestion serrée de la portée. On a souvent tendance à en rajouter plutôt que d'en soustraire. Et le carnet de produits est fait pour ça, pour gérer les besoins, les temps qu'à faire, les priorités et la portée des prochaines itérations. On a essayé aujourd'hui de partager des grandes lignes dans peu de temps. La rapidité est devenue le leitmotiv. Dans le monde des affaires, les changements sont constants, les cycles sont rapides et les changements sont d'une grande force. L'adaptation doit être rapide. Évidemment, les données et les outils technologiques s'avèrent de puissants alliés pour propulser l'innovation et pour prendre les bonnes décisions et faire face à ces changements. Et pour avoir l'information de gestion au bout des doigts et tirer profit de vos données, la mise en place de solutions de façon itérative et incrémentielle se doit d'être rapide. Sur ce, je vais retourner la parole à notre cher modérateur, Étienne. Merci André. Alors, j'espère que tout le monde m'entend. Je vais prendre le contrôle de la présentation. Alors, en théorie, vous devriez voir mon écran maintenant. Alors, avant de passer à la période de questions, j'aimerais simplement prendre quelques minutes là, pour nous présenter. Faction A offre finalement 3 familles de services. La première qui est la liste, qui a comme objectif là, de répondre aux demandes en ressources d'appoint. C'est un service là, que tout le monde connaît très bien. La deuxième, la fabrique. Ça, c'est pour répondre à des demandes d'expertise qui sont recherchées et qui sont difficiles à trouver. Par exemple, ça peut être une expertise en intégration de données qui serait combinée à une expertise métier particulière, comme, disons, les services financiers. Alors, dans ces cas-là, Faction A embauche des candidats dont le profil requis répond aux critères de la clientèle, puis on investit dans la formation et les certifications qui sont demandées par le client. La troisième, finalement, le conseil, où Faction A est responsabilisée de la planification et l'accompagnement dans la mise en place là, de solutions analytiques. Donc, la présentation d'aujourd'hui, vous l'aurez deviné, a porté là, justement sur les services qui sont inclus là, dans cette offre. Alors, on arrive maintenant à la période de questions. J'en ai reçu quelques-unes. Juste pour enlever ça. Alors, j'en ai reçu quelques-unes, André. Alors, je ne sais pas si tu pourrais répondre. Une première qu'on a reçue d'une auditrice qui demande, est-ce que c'est possible de ne pas mettre en place toute l'architecture qui a été présentée? Au niveau du temps, j'imagine, potentiellement, ça prend un peu de temps. Oui, la transition vers l'architecture cible, c'est fait pour ça, souvent pour des impératifs de temps et de ressources. On peut faire des choix constants pour sortir rapidement des tableaux de bord, parfois même directement de la source de données. Donc, souvent, c'est fait de façon transitoire pour atteindre l'architecture cible.
OK. J'ai encore quelques questions. Il nous reste un petit peu de temps, fait que je vais t'en poser une autre, André, d'un auditeur cette fois-ci. Je ne sais pas quel sujet d'affaires faire en premier. Alors, combien de temps ça prend pour faire la feuille de route, là, comme vous avez présenté? Pour faire une feuille de route, ben, écoute, c'est très difficile à répondre combien de temps que ça prend parce que, bon, aujourd'hui, on a parlé de livraison de solutions analytiques, mais l'autre choix là, pour démarrer l'initiative, c'est la feuille de route. Puis souvent, ça dépend du nombre d'ateliers qui sont à tenir avec les différents départements. Alors, c'est sûr et certain que si on fait le tour de l'ensemble des départements, c'est plus long, ça va prendre plus de temps. Puis aussi les ateliers avec les gens des TI qui sont à prévoir à ce moment-là et toutes les revisions de l'ensemble de l'architecture globale à ce moment-ci. Donc, et ça dépend aussi même de d'autres facteurs comme est-ce qu'il y a de la documentation existante ou pas. J'ai déjà vu des organisations où les besoins informationnels étaient documentés. Donc, c'est sûr que ça dépend de beaucoup de facteurs, mais c'est directement relié au nombre d'ateliers qui sont tenus avec les gens d'affaires et des technologies. En gros, si j'avais un chiffre à donner, je dirais que ça peut représenter entre une trentaine et une cinquantaine de jours. OK, parfait. J'ai une autre question. En fait, une question en deux temps, celle-là. Est-ce que votre métaux est dépendante des technologies? Si oui, lesquelles? Puis, est-ce que votre méthodologie s'applique à toutes les industries? OK, bon. Est-ce qu'elle est dépendante des technologies? En fait, non. Elle n'est pas dépendante des technologies. Les besoins informationnels, les définitions d'architecture et la planification de l'itération de livraison, je pense qu'on s'entend que ce sont des aspects essentiels de livraison. Donc, peu importe la technologie, en fait, les choix technologiques sont faits au moment d'établir et de définir l'architecture. Fait que c'est à ce moment-là qu'on fait les technologies. Mais tout d'abord, les itérations d'avant-projet, ces trois grands volets sont essentiels. Bon. La deuxième question, c'était pour, est-ce que c'est pour tous les domaines d'affaires ou industries ou Toute quelque chose? industrie, c'est ça. Est-ce que c'est limité à certaines industries? Non, pas du tout. En fait, la méthodologie ou la démarche s'applique à tout domaine d'affaires. Même on l'a pratiqué dans plusieurs domaines d'affaires pour des petites et des grandes organisations. Et le cadre de livraison est assez flexible et peut s'adapter, ni plus ni moins, à chacune des organisations. Il nous reste du temps pour une dernière question rapidement. Est-ce que c'est possible d'intégrer des membres de mon équipe sur un projet afin d'apprendre votre méthode? Oui, 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 on est toujours ouvert à ça et souvent c'est l'autonomie. On va s'assurer qu'il y ait toujours une autonomie de l'équipe de livraison. Toutefois, typiquement, nous, les premières itérations, on les fait souvent en mode équipe commando, donc des gens qui connaissent davantage la démarche, qui connaissent les technologies et au fur et à mesure de l'avancement de l'initiative, au fur et à mesure que les itérations avancent et les itérations subséquentes se prêtent typiquement mieux là, pour intégrer des nouveaux membres à l'équipe de livraison. Et bon, ben, on arrive à la fin là, du webinaire. Là. Premièrement, merci André d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier naturellement tout le monde qui s'est joint à nous aujourd'hui. On espère qu'on a pu partager là, une partie de nos connaissances et que ça vous sera très utile dans vos propres projets. Je voudrais terminer en vous rappelant que vous recevrez là, un courriel vous donnant accès à la présentation ainsi que l'enregistrement et que si vous avez des questions supplémentaires, là, vous pouvez contacter André à votre convenance. Comme on l'a indiqué auparavant,
Ces coordonnées sont incluses dans la présentation, vous les avez vues de toute façon. Et à la toute fin, j'aimerais vous inviter à compléter notre sondage express qui devrait apparaître à vos écrans afin de nous indiquer votre niveau de satisfaction. Naturellement, votre opinion est très importante et ça compte beaucoup pour nous afin de s'améliorer au niveau de la livraison de nos webinaires. Alors, bonne fin de journée à tous. Merci encore de votre temps et à la prochaine.